La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. L'entreprise thetfordoise Isothermique annonce qu'une entente de reprenariat a été conclue avec M. David Aubert, qui devient maintenant l'actionnaire majoritaire, président et chef de la direction de l'entreprise. M. Marco Sévigny demeurera comme actionnaire et vice-président finance et administration. M. Marc Sylvain, qui était jusqu'à maintenant l'actionnaire majoritaire, demeurera à titre de directeur général pour assurer une transition harmonieuse, autant pour les employés, les clients et les partenaires d'affaires de l'entreprise. Après 35 ans à la barre de l'Isothermique, M. Marc Sylvain était à la recherche d'une relève crédible, étant en mesure de reprendre les opérations tout en ayant la volonté et la capacité d'amener l'entreprise à un autre niveau en capitalisant sur sa crédibilité bâtie au fil du temps et la croissance que connaît celle-ci depuis quelques années. Pour moi, il était essentiel de garder les opérations dans la région, de mentionner M. Sylvain, afin de préserver les emplois directs et indirects, en plus d'assurer à l'entreprise un avenir prometteur. Je crois qu'il faut savoir passer le flambeau au bon moment, et ce, grâce au parcours professionnel de David, jumelé à son énergie débordante et à l'équipe de direction en place. Il ne faisait aucun doute dans mon esprit qu'Isothermique serait entre bonnes mains pour les années à venir, d'expliquer M. Sylvain. Quant à M. Aubert, il a mentionné qu'il avait eu le privilège, au cours des 22 dernières années, de conseiller des dizaines d'entreprises, dont plusieurs étaient reliées au milieu de la construction, de la rénovation ou des portes et fenêtres. J'ai aussi travaillé quelques années à la fabrication de fenêtres et de moustiquaires dans les entreprises dont mon père, Daniel Aubert, était actionnaire. C'est pour moi en quelque sorte un retour aux sources et j'en suis très fier d'expliquer David Aubert. Les clients et partenaires d'affaires de l'entreprise ne verront pas de changement dans le cours des opérations courantes d'Isothermique, puisque l'équipe restera la même et continuera à offrir les mêmes produits et services. Fondée il y a 40 ans et nommée l'entreprise numéro 1 par Protégez-vous en 2021, Isothermique compte plus de 220 employés. Avec son usine et ses entrepôts dépassant les 125 000 pieds carrés, ses 7 magasins corporatifs et un réseau étendu de distributeurs, l'entreprise fait partie des plus importantes de l'industrie des portes et fenêtres au Québec. Quant au nouveau venu, M. Aubert, il était jusqu'à tout récemment chef de la direction à Ogilvy, Canada, en charge des bureaux d'Ogilvy, Montréal et Québec. Il faisait également partie de l'exécutif d'Ogilvy Canada, membre du réseau international Ogilvy, présent dans 83 pays. La MRC des Appalaches vient d'annoncer qu'une entente a été conclue avec le groupe Aptas, ou si vous préférez, Environec, et la régie intermunicipale de la région de Thetford, afin de pérenniser le projet pilote
de récupération de la tubulure acéricole. Grâce au vif succès qu'a connu le projet pilote au cours des 2 dernières années, il sera désormais possible aux acériculteurs de se départir de leur tubulure d'érablière tout au long de l'année. Le bilan de l'année 2021, fort satisfaisant avec ses 72 tonnes de matière plastique recyclée, représente 36,4 % des matières plastiques d'érablière du territoire. Le poids total a presque doublé comparativement à 2020, alors que le seuil se situait à 19,7 %. La MRC des Appalaches est fière de contribuer à améliorer la qualité de son environnement par des projets concrets tels que la pérennisation du projet pilote de la récupération de la tubulure acéricole de mentionner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Cette dernière est la principale productrice de sirop d'érable dans Chaudière-Appalaches avec ses 3,2 millions en taille. Sous preuve de résidence ou avec le compte de taxes de l'érablière, les citoyens et citoyennes des 19 municipalités de la MRC peuvent disposer de leur tubulure acéricole directement au site de la Régie intermunicipale de Thetford. Les matières acceptées sont les tubulures 5,16 et mètres-lignes séparées, propres, sans broche et non enrobées de pellicule plastique. La Régie intermunicipale de la région de Thetford est située au 3626 du boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines et les heures d'ouverture pour la période estivale du 12 avril au 3 septembre inclusivement sont du lundi au jeudi de 7h30 à midi et de 12h30 à 17h et le vendredi de 7h30 à midi et de 12h30 à 16h. La Société d'aide au développement des communautés de l'amiante, connue sous l'acronyme SADC, est fière d'annoncer la nomination de Mme Nathalie Patry à titre de directrice générale. Par son parcours contenant 29 années au sein du mouvement Desjardins et souhaitant relever de nouveaux défis dans le milieu socio-économique de sa région, Mme Patry est heureuse de faire partie de l'équipe de la SADC de l'amiante depuis le 21 mars dernier. C'est de façon unanime que les membres du comité de sélection ont retenu la candidature de Mme Nathalie Patry en tant que directrice générale de notre organisation. Son expérience, son côté humain et sa rigueur dans les dossiers qu'elle pilote, de même que ses compétences dans plusieurs domaines, font d'elle la personne idéale pour occuper ses fonctions, de mentionner M. Raymond Simon, président du conseil d'administration de la SADC. À propos de la SADC de l'amiante, cette dernière a pour mission de stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir, par des activités qui favorisent la concertation et le partenariat. Elle développe une vision d'avenir, amène la collectivité à s'adapter et à planifier ses besoins et supporte la création, la consolidation et le développement des entreprises par des services techniques et financiers. Depuis quelques mois, le Centre de la petite enfance Parc-en-Ciel, avec la participation des parents, s'est doté d'un slogan à son image. L'organisme a également procédé à la nomination de 6 nouveaux ambassadeurs. À la suite d'un sondage effectué auprès des parents utilisateurs, le CPE Parc-en-Ciel a choisi son slogan officiel « Parc-en-Ciel, une histoire de famille ».
Pour M. Serge Rousseau, ce slogan représente très bien le CPE. Depuis toujours, au centre de nos priorités se retrouvent les enfants et leurs familles. Ce slogan sera utilisé dans nos publicités ainsi que dans toutes nos communications officielles de mentionner M. Rousseau. Nous avons aussi agrandi notre famille d'ambassadeurs. En effet, nous avons fait l'ajout de 6 nouveaux membres, ce qui porte à 9 le total d'ambassadeurs de Parc-en-Ciel. Il s'agit de Francine Carrier, Louise Carrier et Nathalie Gardner, de même qu'Alexandre Leblond, Julie Turgeon et Anne Bouchard. Par ce titre honorifique, nous voulons souligner leur engagement, leur loyauté, leur influence quant à la vision d'avenir de notre CPE et leur contribution à son évolution et à sa pérennité. Nous ajouterons ces 6 membres sur notre plaque honorifique de conclure M. Rousseau. L'événement de la cabane à sucre urbaine Appalaches Nature, qui se déroulait samedi le 2 avril dernier, a une fois de plus connu un succès incomparable. L'événement organisé par Héritage Centre-Ville, en partenariat avec Appalaches Nature, a attiré près de 4000 personnes au centre-ville de Thetford. Pendant la journée, les citoyens ont pu profiter de plusieurs activités gratuites, dont les jeux gonflables, la mini-ferme et des tours de calèche à chevaux. Les participants ont également eu droit à des prestations musicales bien énergiques de la part de Charles Ostigui et Samuel Jacques. Les bouchées des restaurateurs du centre-ville ont été très populaires, de même que les bières des microbrasseries et la tire d'érable. Petits et grands ont trouvé leur compte et l'ambiance était définitivement à la fête au centre-ville, au grand plaisir de la directrice générale d'Héritage Centre-Ville, Mme Camille Bolduc. Terminons cette première partie en mentionnant que le député fédéral de Mégantic-L'Érable, M. Luc Berthold, a, en guise de solidarité avec le peuple ukrainien, affiché le drapeau de l'Ukraine à son bureau. Alors, après notre pause, nous en parlerons davantage avec le principal intéressé. Alors, Madame, Monsieur, comme promis, j'ai à mes côtés le député de Mégantic-L'Érable, M. Luc Berthold. Alors, bonjour, Luc. Bonjour, Nelson. Alors, merci d'abord de votre présence, c'est toujours intéressant. On a parlé de solidarité à l'endroit de l'Ukraine, on a parlé d'afficher le drapeau. Alors, c'est justement dans un geste de solidarité que vous avez choisi d'afficher le drapeau de l'Ukraine à vos bureaux. C'est totalement inimaginable qu'est-ce qui est en train de se passer en Ukraine. Je croyais pas qu'on verrait ça un jour dans un pays puis proche comme le nôtre, qui ressemble à un pays comme le nôtre. Puis je pense que c'est la moindre des choses de signifier notre appui à ce peuple-là qui a de la misère. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens d'origine qui vivent au Canada. Il y a au-delà d'1 million d'Ukrainiens, de Canadiens qui sont d'origine ukrainienne. Donc, pour le Canada, c'est pas juste une histoire de politique internationale. On est vraiment engagé avec le peuple ukrainien contre cette agression-là de Poutine qui, j'ose même pas... on peut même pas qualifier l'horreur. On l'a vu dans les médias, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est inimaginable. Donc, la moindre des choses, c'est de signifier notre appui. Puis c'est ce que j'ai fait avec ce petit geste, qui est un petit geste qui ne changera absolument rien, j'en suis bien conscient, en Ukraine, mais au moins on témoigne de notre support à ces gens-là, puis ils en ont besoin. Ça peut peut-être avoir le résultat de réconforter ces gens-là aussi. Bien, on a aussi des gens dans le coin aussi qui sont d'origine ukrainienne. C'est pour leur démontrer qu'on partage leur douleur.
en même temps. C'est aussi envoyer un message clair à notre gouvernement qu'on veut que le Canada en fasse plus encore pour accueillir les réfugiés ukrainiens, qu'on arrête toute la papeterie qui empêche actuellement des gens de venir ici, qu'on ouvre les bureaux des ambassades, particulièrement en Pologne, où les gens qui veulent venir au Canada sont obligés de prendre des rendez-vous par Internet pour parler à des gens de l'ambassade canadienne. C'est inacceptable. Donc, ce geste-là est aussi un geste pour dire au gouvernement, écoutez, en tant que député, moi, je considère que vous devez en faire plus actuellement pour aider la population ukrainienne. Si j'ai bien compris, aussi, ces gens-là doivent fournir une adresse postale pour recevoir le passeport, le visa. C'est assez compliqué, là. C'est comme si on ne tenait pas compte que ces gens-là fuient leur pays, qui sont présentement ailleurs, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas rien, puis on leur demande, prenez rendez-vous, inscrivez-vous sur Internet. Ben oui, ces gens-là n'ont pas traîné leur ordinateur, puis tout ce qui va avec. Donc, il y a comme les ambassades ont été comme déconnectées de la réalité, n'étaient pas prêtes. On le voit, visiblement, ils n'étaient pas prêts à faire face à cet afflux de réfugiés-là. Ce qu'on demande, puis on l'a demandé à plusieurs reprises, on a même passé des motions à la Chambre des communes pour ça, de faire en sorte de demander qu'on arrête d'exiger ces fameux visas-là, qu'on accueille ici les gens, qu'on fasse les processus de sécurité. Mais une mère et ses enfants qui veulent venir au Canada, écoutez, le risque qu'on fasse venir de dangereux criminels c'est assez limité, là. Donc, il faut à un moment donné aller au-delà de la paperasse puis servir de notre bon jugement puis accélérer les choses. Dans ce dossier-là, est-ce qu'on en fait assez, à tous les points de vue? Puis, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Si on pouvait répondre à ça, on aurait probablement la solution au conflit. Malheureusement, comme je mentionnais, personne ne pouvait prévoir ce qui est arrivé, la folie, je dirais, de M. Poutine, son entêtement vis-à-vis de l'Ukraine. Pour lui, c'est un dossier qui semble de plus en plus un dossier plus personnel, d'en finir avec l'Ukraine. Il s'est rivé le nez à une résistance beaucoup plus forte parce que les pays ont décidé d'armer davantage l'Ukraine. Donc, je pense qu'en matière d'armes, il faut continuer d'aider les Ukrainiens à leur fournir les équipements pour réagir et pour être capable de riposter à cette attaque russe. Mais il ne faut pas non plus se cacher la tête dans le sable. Le régime de Poutine est un régime très fort, avec une armée très puissante. Donc, c'est pas facile de dire est-ce qu'on en fait assez. Du côté humanitaire, le Canada s'est commis pour plusieurs centaines de millions de dollars. On est tout à fait d'accord avec ça. Tous les partis sont d'accord pour que le Canada en fasse plus. On dit aussi au Canada d'en faire davantage au point de vue militaire. Il y a des demandes précises qui ont été adressées au gouvernement du Canada par le président ukrainien. Donc, je pense qu'on doit faire notre part aussi là-dessus. Puis, on a vu dans le budget la semaine dernière que le Canada allait hausser un peu ses dépenses militaires. Il y a une partie de ces dépenses-là qui vont aller pour l'Ukraine. C'est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas encore suffisant. Le monde a changé complètement depuis cette agression-là. C'était un monde qu'on voulait de plus en plus ouvert. On pouvait voyager partout. Moi-même, vous savez, là, j'ai plus le droit d'aller en Russie. J'ai été banni. Puis de plus en plus, on va voir ce genre de situation-là. Les gens qui vont hésiter, les échanges commerciaux qui sont maintenant limités. Bref, le monde change. On doit se préparer à vivre dans cette nouvelle réalité-là. Donc, on a deux choses à faire. Aider le peuple ukrainien, aider le pays, l'Ukraine, à faire face aux Russes, mais aussi se préparer à cette nouvel ordre qui est en train de s'installer là, dans le monde, là, avec un genre de retour d'un rideau de fer autour de la Russie, malheureusement. Puis il y a de nombreuses poudrières aussi, un peu partout dans le monde. On en parlait tantôt au micro fermé. Il y a de plus en plus de dictateurs et ils sont de plus en plus intransigeants. Le monde a cru pendant longtemps que la guerre, c'était chose du passé. Depuis la levée du rideau de fer, depuis qu'il y avait eu un apaisement entre l'Est et l'Ouest, on a voulu croire, je pense, que la guerre était derrière nous, mais on se rend compte malheureusement, avec plusieurs conflits, comme vous l'avez mentionné, que c'est pas vrai. Et il y a des sages qui ont dit,
depuis des millénaires, la même histoire se répète. Les sages disent, si tu veux la paix, prépare la guerre. On a oublié ce volet-là. On a oublié de se préparer parce qu'il va toujours y avoir des gens qui vont perdre les pédales à un moment donné, qui vont vouloir en avoir plus ou qui vont être jaloux de ce qui se passe chez le voisin. Donc, il faut continuer d'être très vigilant. Notre démocratie, notre liberté, ça s'est gagné malheureusement au coût de sacrifices de vie humaine. Et il ne faut pas que tous ces sacrifices passés-là soient oubliés. Il faut surtout tout faire pour prévenir qu'il y en ait d'autres. Présentement, ça se passe ailleurs, mais c'est pas parce que ça se passe ailleurs qu'on ne doit pas être concerné. Là. Si on revenait aux affaires domestiques et si on parlait de l'alliance entre le NPD et les libéraux, qu'est-ce qu'il faut en penser? Comment il faut voir ça? On se plaît à dire, nous, à Ottawa, que M. Trudeau n'a pas mérité un gouvernement majoritaire lors de la dernière élection qui avait convoqué, si vous vous en souvenez, en pleine pandémie, alors que personne ne voulait aller en élection. Donc, il n'a pas été capable de la mériter. Il s'est acheté une majorité en achetant le NPD, en promettant, en faisant cette alliance-là de gouvernement de coalition avec le nouveau Parti démocratique et M. Singh, qui ont mis leurs conditions. C'est-à-dire que le NPD s'engage à ne pas défaire le gouvernement au cours des 4 prochaines années. Le gouvernement s'engage à réaliser le programme électoral du NPD. Ça va coûter très, très cher aux Canadiens. Puis c'est malheureux parce que ce qu'on voit présentement, c'est que dans le fond, le Parti libéral du Canada a comme plus sa raison d'exister parce que la gauche décide des budgets et de la survie de ce gouvernement-là. À partir de ce moment-là, si les gens sont vraiment à gauche et veulent vraiment des mesures sociales, pourquoi donc aller réfugier leur vote chez les libéraux? C'est une situation qui est assez problématique. Je sais ils s'empressent de dire, puis beaucoup d'analystes s'empressent de dire que c'est pas vraiment un gouvernement de coalition, qu'il y a des ententes, qu'il y en a eu comme ça dans le passé. Mais quand tu t'engages à ne pas défaire le gouvernement pour tout un mandat, là, c'est plus juste une petite entente signée sur le coin d'une table. Là. Ça a des conséquences réelles pour l'ensemble des Canadiens. Ça va avoir des répercussions majeures, puis ça jusqu'en 2025. Tout à fait. Tout à fait. C'était un gouvernement minoritaire. Les Canadiens avaient voté pour un gouvernement minoritaire, justement. Moi, je pense que les gens avaient peur de laisser la conduite du pays à Justin Trudeau avec toutes les dépenses qu'il avait faites. Non pas pendant la pandémie, des dépenses qui pourraient appuyer pour soutenir les Canadiens, certaines dépenses, et la majorité même des dépenses qu'on appuyait, nous, au Parti conservateur également, parce qu'on ne pouvait pas, si l'État prive un citoyen de ses revenus, c'est normal que l'État soit là pour le remplacer. Mais avant même la pandémie, le gouvernement Trudeau avait ajouté 119 milliards de dollars à la dette. Donc, c'est là-dessus que les gens se basaient. Et malgré les milliards qui ont été donnés pendant la pandémie pour aider les Canadiens, les gens avaient dit non, M. Trudeau, on ne vous donnera pas un gouvernement majoritaire. Et aujourd'hui, cette entente-là vient en quelque sorte flouer les Canadiens qui ne faisaient pas confiance à Justin Trudeau, qui, comme je l'ai dit, s'est acheté l'appui du NPD pour les prochaines années. Il nous reste 2 petites minutes pour parler du budget, dont on n'a pas entendu parler beaucoup finalement. C'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup. Il faut dire que le gouvernement l'a adopté jeudi avant une période où les députés s'en vont chacun dans leur circonscription. Effectivement, ça, c'est ça un fameux budget. Si les gens n'ont jamais vu ça, c'est à ça que ça ressemble un budget. Dans ça, on apprend que la dette du Canada va dépasser 1 000 milliards de dollars. Dans ça, on apprend qu'il y a 50 milliards de nouvelles dépenses permanentes que le gouvernement met en place, donc des dépenses qui vont revenir année après année. On apprend que le gouvernement a profité de 11 milliards de dollars de revenus additionnels en raison de l'inflation. Là, les gens disent que c'est une bonne nouvelle, mais dites-vous que si le gouvernement a reçu 11 milliards de plus, et donc on a sorti de nos poches 11 milliards de plus pour l'envoyer au gouvernement. C'est comme ça que ça marche, parce que l'argent du gouvernement, ça provient des taxes et des impôts des citoyens. Mm-hmm. Donc, on demandait, nous, un break, une petite pause pour permettre aux Canadiens de souffler. On ne l'a pas trouvé là-dedans. Exemple, une suspension temporaire de la TPS ou des mesures comme celle-là qui auraient permis de laisser de l'argent tout de suite dans les poches des citoyens. On ne voit pas ça. On ne voit pas de retour à l'équilibre budgétaire dans ce budget-là. Donc, effectivement, on en a peu parlé, mais il n'y a pas grand-chose, à part 15 milliards de dépenses additionnelles qui sont générées par l'entente avec le NPD.
Donc, ça, c'est une autre des choses qu'on retrouve dans ce budget-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Les libéraux vont tenter de vendre ça comme un budget responsable, mais à partir du moment où on voit que la spirale des dépenses, la spirale inflationniste continue, c'est pas vraiment responsable. Alors, M. Berton, c'était tout le temps qu'on avait, c'est déjà écoulé. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à l'entrevue. Bien, merci beaucoup, M. Fecteau. Voilà, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.